Voilà, alors aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration du droit des cours d'eau internationaux. Et c'est une séance qui va être divisée en plusieurs parties. Vous vous rappelez que la semaine dernière, nous avons travaillé sur l'historique du droit des cours d'eau internationaux. Et puis, j'ai aussi présenté à la fin du cours les notions en présence, la manière de qualifier un fleuve international ou un cours d'eau international en droit international. Et vous vous êtes rendu compte que d'un point de vue hydrologique, géographique, physique, la notion s'est beaucoup élargie et qu'elle prend maintenant en compte beaucoup d'aspects relatifs à la protection de l'environnement, des ressources naturelles. Alors aujourd'hui, nous allons continuer cette exploration du droit applicable aux cours d'eau internationaux et il se sera, tout d'abord, je vous rappellerai la méthode particulière de régulation des cours d'eau internationaux. Je vous présenterai ensuite les grands principes applicables en matière de gestion des cours d'eau internationaux. Et puis, nous nous pencherons plus particulièrement sur les principes relatifs à la répartition des utilisations des cours d'eau internationaux, en nous demandant si ces principes de répartition sont adéquates à l'heure d'exigences fondamentales en matière de protection de l'environnement, de même que d'exigences de justice sociale. Alors, tout d'abord, la régulation des cours d'eau internationaux. Ce que je voudrais tout d'abord dire, c'est que vous avez une multitude d'échelons de réglementation. Nous verrons qu'il y a d'abord une réglementation à l'échelon du bassin, mais vous avez aussi un échelon universel, c'est-à-dire qui permettrait de réguler les utilisations du cours d'eau de manière opposable, si on peut dire que tous les États de la communauté internationale sont liés par ces principes, c'est l'échelon universel. Et puis, il y a aussi un échelon régional. Alors, on va prendre ces différentes strates et je vous donne simplement des exemples. Mais l'on voit tout d'abord que les accords de bassin sont fondamentaux et vous vous souvenez de ce dont on a déjà parlé la semaine dernière. Quand la première utilisation moderne des cours d'eau s'est manifestée, la navigation, eh bien, il y a eu la nécessité ressentie de négocier un traité, que les États riverains négocient un traité qui régulerait la navigation. Et vous vous rappelez qu'au Congrès de Vienne, il a même été prévu que ces traités devaient être négociés. Tel a été fait pour le Rhin, pour le Danube et puis pour d'autres cours d'eau internationaux. Alors ces traités, bien sûr, il y a eu ceux du XIXe siècle, ils ont été modifiés, d'autres ont été adoptés. Et là, je vous ai donné à l'écran, vous voyez, quelques exemples d'accords de bassin qui sont des accords relativement récents et qui prennent en compte les développements récents, contemporains, du droit international de l'environnement. Accords de bassin, quand on les regarde les uns les autres, vous allez voir qu'ils sont divers. Ils sont divers et donc ils ne régulent pas le cours d'eau de la même manière chacun, puisque vous vous le rappelez, il y a une spécificité des cours d'eau. Il y a une spécificité des cours d'eau. Il y a des enjeux qui peuvent être particuliers pour certains et non pour d'autres. Et puis aussi, il y a le problème de la non-volonté politique. Alors ça, c'est un aspect sur lequel Marc Zetoun reviendra quand il parlera d'hydrodiplomatie. Mais la grande nécessité à l'heure actuelle, pour beaucoup de cours d'eau internationaux, c'est d'arriver à rendre ces accords de bassin aptes à pouvoir gérer ces ressources en eau partagées. Il vous parlera plus particulièrement du Jourdain, du Nil, par exemple, mais aussi Tigre et Euphrate, qui sont des cours d'eau internationaux qui mériteraient d'être mieux gérés par tous les États riverains de ces cours d'eau. Donc, des accords de bassin divers,
multiples et nécessaires. Nécessaires parce qu'il y a une nécessité de réguler la protection, la gestion d'un cours d'eau à l'échelon local. Pour moi, l'échelon local, c'est l'accord de bassin. Mais rappelez-vous que dans les bassins, pour ces cours d'eau internationaux, vous avez certains cours d'eau internationaux qui sont réglés par des accords internationaux auxquels ne sont partis que certains États riverains et non d'autres. Alors après, il y a un autre échelon, c'est l'échelon universel. L'échelon universel, pour moi, c'est celui des Nations Unies, c'est-à-dire l'ouverture à tous les États de la communauté internationale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la deuxième partie du XXe siècle, et surtout dans la dernière partie du XXe siècle, eh bien, il y a eu une nécessité ressentie à l'échelon international d'identifier des principes internationaux qui permettent de réguler, de gérer, de protéger le mieux possible les cours d'eau internationaux. Donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'il y a un droit international de l'eau qui soit agréé par tous les États de la communauté internationale, d'où les initiatives menées tant aux Nations Unies par l'entremise de la Commission du droit international que par l'entremise de la Commission économique pour l'Europe, de négocier des traités internationaux. Et l'idée de ces traités internationaux, c'est véritablement d'être des traités, ce qu'on appelle des traités cadres, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'identifier les grands pôles de gestion nécessaires pour gérer un cours d'eau international. En même temps, ils appellent à la spécification par l'entremise de la négociation d'accords de bassin. Donc l'accord cadre, son propre, c'est d'être général, mais en même temps, il permet de voir, d'identifier les grands pôles de la réglementation des cours d'eau internationaux. Alors nous avons deux initiatives qui ont été menées. La Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, qui a été adoptée en 1997, et je le souligne, elle est rentrée en vigueur en 2014. Et elle est relativement faiblement ratifiée, c'est-à-dire que vous avez relativement peu d'États qui sont partis à cette convention. Et ça, je voudrais aussi l'évoquer, mais il y a cette idée pour les États, cette réticence encore très grande à s'engager sur la voie d'une gestion internationale universelle des cours d'eau internationaux. Je n'ai pas vérifié ce matin, mais vous avez un peu plus, je crois, de 35 États qui sont partis à cette convention. Alors là, néanmoins, et on le verra dans le cadre de ce cours, et je vais simplement le spécifier, c'est que beaucoup des principes de la Convention de 1997 sont des principes de droit international coutumier. Un principe de droit international coutumier, vous vous en souvenez, ce sont des principes qui sont opposables à tous les États de la communauté internationale. Donc, cette convention, même si elle a été faiblement ratifiée pour l'heure, eh bien, elle permet néanmoins d'identifier les grands principes qui vont trouver application quand les États ne sont pas liés par cette convention ou pas liés par un accord de bassin. Néanmoins, nous nous référerons à cette convention parce qu'elle nous permettra d'identifier les grands principes de gestion et de protection des cours d'eau internationaux. Deuxième convention, qui est aussi une convention maintenant à vocation universelle, c'est la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, aussi dénommée convention d'Helsinki, puisqu'elle a été adoptée à Helsinki. Alors, c'est une convention qui avait d'abord été négociée à l'échelon régional européen des Nations Unies. L'échelon européen des Nations Unies, il est très large puisqu'il englobe les pays anciennement de l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, et puis les républiques d'Asie centrale, par exemple, les pays du Caucase. Et donc, tout ça, c'était une convention qui avait déjà une couverture géographique très large. Et puis, il y a eu un amendement à cette convention, et cette convention est devenue universelle en 2003. Et maintenant, vous avez un certain nombre de pays africains qui sont devenus parties à la Convention d'Helsinki. Et vous avez aussi des pays d'Amérique latine qui considèrent devenir partie à cette convention.
Donc, deux instruments universels, la Convention de 1997 et la Convention de 1992. Et puis, troisième instrument, pour ceux qui sont intéressés par la gestion des aquifères transfrontières, cela, c'est un projet d'article de la Commission du droit international des Nations Unies, qui a été pris en note par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui indique quels sont les grands principes de gestion des aquifères transfrontières. Donc voilà, accord de bassin, accord universel, et puis, eh bien, accords régionaux. Accords régionaux, et dans ce contexte, eh bien, vous avez deux protocoles additionnels à la Convention d'Helsinki de 1992, le protocole sur l'eau et la santé et le protocole sur la responsabilité civile et l'indemnisation en cas de dommages. Le deuxième, il n'est pas entré en vigueur. Et je l'ai indiqué pour vous montrer aussi qu'il y a une grande réticence des États à s'engager sur la voie de la responsabilité civile en matière de dommages à l'environnement. Et donc, voilà, c'est une codification, c'est une indication des règles qui pourraient trouver application, mais ces règles ne trouvent pas application en tant que droit des traités. Et puis, vous avez d'autres efforts d'harmonisation régionale, tel le protocole révisé sur les cours d'eau partagés de 2000 dans le cadre de la communauté du développement de l'Afrique australe, et un instrument qui n'est pas un traité, la directive cadre de l'Union européenne, qui traite aussi de toutes les questions, notamment d'eau transfrontière. Alors, quelle est la raison d'être des instruments universels et régionaux ? Eh bien, à mon avis, la grande question, c'est qu'il montre qu'il y a une volonté d'harmoniser les pratiques, de tirer par le haut, si l'on peut dire, la protection et la gestion des cours d'eau internationaux. Alors, si je prends l'exemple de la Convention de 1997, eh bien, vous voyez que, je vous l'ai dit, c'est une convention cadre, donc elle établit un cadre. Mais vous voyez l'article 3 de cette convention qui dit qu'il y a une volonté d'harmonisation et c'est d'encourager les États à ajuster et appliquer les principes et les règles. Alors tout cela, c'est important puisque vous avez un certain nombre d'accords de bassin qui, par exemple, ne traitent pas encore de questions de qualité de l'eau ou de protection de l'environnement, ou qui n'ont pas prévu de commission de bassin, ou qui traitent très peu du problème de l'échange d'informations. Et donc, eh bien, l'idée de ces conventions universelles et régionales, c'est de tirer vers le haut et de montrer qu'il y a une voie à suivre pour mieux protéger et gérer les cours d'eau internationaux. Alors, ce sont des propos qui vous permettent de comprendre les dynamiques, si l'on peut dire, entre les différents échelons. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'accord de bassin est nécessaire, c'est le traité de base, mais vous avez ce que je peux appeler des fleuves, des cours d'eau orphelins, orphelins d'un accord de bassin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas réglés encore par un accord international de bassin. J'évoque le fleuve Silala, qui a été l'objet d'un différend, d'un contentieux devant la Cour internationale de justice, et la Cour n'a pu traiter de ce contentieux qu'en application des principes de droit international coutumier, puisqu'il n'y avait pas d'accord de bassin qui réglait cet accord. Vous pouvez aussi penser au fleuve Salween en Asie, qui n'est pas aussi l'objet d'un accord de bassin. Donc, à mon avis, ça c'est un des grands enjeux de la gestion des cours d'eau internationaux, c'est d'inciter les États riverains à mieux gérer leurs ressources à l'échelon du bassin, à l'échelon local. Alors après, il y a des interactions que j'ai soulignées. C'est cette idée de tirer par le haut, par la négociation d'accords, d'instruments régionaux et universels. Et l'on va analyser les grands principes, mais je voudrais aussi dire que vous avez beaucoup d'accords de bassin qui vont plus loin que les conventions universelles. Alors, les exemples, on en reparlera, mais
tous les traités internationaux négociés, par exemple portant sur le lac Victoria en Afrique, ou le fleuve Sénégal, ou le fleuve Niger, si vous regardez les traités récents, vous allez voir que c'est des accords qui vont plus loin que ce que prévoit la Convention de 97 ou même la Convention de 92. Il y a des spécifications qui sont faites, et ça, c'est l'idée de l'interaction, l'idée de l'émulation. Et donc, ensuite, eh bien, ces accords sont regardés, pris en compte, vont pouvoir être répliqués dans d'autres contextes ou vont pouvoir encore mieux conduire à plus de développement au plan universel. Alors, comme je vous l'ai dit, ce sont des accords, il y a des traités il y a des cours d'eau qui ne sont pas réglementés par des accords de bassin. Alors donc là, le droit universel va trouver application. Il y a des traités de bassin qui sont insuffisants. Le droit universel doit trouver application. Et puis, je crois aussi que le droit universel, il a la potentialité, dont nous discuterons avec les intervenants, et notamment M. Zetoun, c'est l'idée de donner un moyen de négociation pour les États qui ne sont pas liés par un accord universel, quand il faut régler des cours d'eau communs. Et dans ce contexte, eh bien, le droit universel permet à chaque État riverain d'affirmer qu'ils ont un droit à utiliser le cours d'eau ou à demander sa protection. Et donc, le droit à l'échelon du bassin, le droit à l'échelon régional, le droit à l'échelon universel, va aussi jouer comme moyen de négociation pour améliorer la protection de l'environnement, tout en sachant que vous avez bien souvent affaire dans le cadre de certains bassins, à des asymétries de pouvoir, à des États qui peuvent imposer leur volonté à certains États, ou vous avez des situations où il y a certains États riverains qui n'ont pas la possibilité d'affirmer leurs revendications. Et le droit est là pour dire qu'il y a égalité de droit à demander le respect d'un certain nombre de principes. Alors on parlera de ces différents exemples dans le contexte du cours. Alors ça, ce sont des propos pour les différents accords. Je voudrais, pour les eaux souterraines, vous rappeler qu'il y a le projet de la Commission du droit international. Ce n'est pas une convention, ce n'est pas un traité, c'est un projet d'article. Il ressemble en bien des aspects, il contient en bien des aspects des principes qui sont semblables à ceux contenus dans la Convention de 97 que l'on va analyser maintenant, mais voilà, la grande question pour l'heure, et ça je pense que c'est un défi pour les négociateurs, pour ceux qui protègent et qui veulent se soucier de la protection des ressources en eau souterraine, c'est à mon avis le grand enjeu pour l'heure, c'est de se demander mais finalement quel est le droit applicable. Pour l'heure, pour les ressources en eau partagées souterraines, nous n'avons que 6 accords. Il existe 6 accords, dont un exemple qui attire beaucoup les regards, c'est l'exemple d'un accord conclu entre la Suisse et la France par le biais de leur collectivité locale et qui régule une nappe phréatique commune à la France et à la Suisse dans la région de Genève. Vous avez un accord qui fait aussi beaucoup parler de lui, l'accord de Guarani en Amérique latine, qui lie 4 pays de l'Amérique latine. Vous avez aussi un accord qui lie l'Arabie saoudite et d'autres États, mais vous voyez, il y en a peu. Et là, je crois que c'est vraiment le grand enjeu, c'est de dire que ces eaux, même si elles sont invisibles à l'œil nu, elles doivent être visibles en droit et elles doivent être régulées. Et je considère pour ma part que le projet d'article indique, à mon avis, la voie à suivre, mais je n'ai pas du tout de certitude encore sur la portée juridique obligatoire de nombre de ces principes. Et donc, il y a une nécessité de pousser à la connaissance de ces principes, de pousser à leur reconnaissance. Le droit, finalement, il a cette vertu d'apporter de la prévisibilité, d'apporter de la stabilité juridique et de permettre ensuite
un dialogue entre les États qui partagent ces ressources. Voilà, sur la présentation de ces différents échelons. Alors maintenant, nous allons entamer la seconde partie qui a trait au principe du droit international de l'eau. Finalement, quels sont les grands principes qu'on peut identifier en termes de droit international à l'échelon universel, sachant que ces principes, ils ont été identifiés dans la Convention de 1997, mais finalement, la Convention de 1997, elle s'est beaucoup inspirée des pratiques à l'échelon des bassins. Donc, il y a ces interactions entre ces différents échelons. Alors, quels sont ces grands principes généraux qui devraient guider, à l'heure actuelle, la gestion des cours d'eau internationaux? Vous avez ce que j'appelle 5 pôles, 5 piliers. 5 piliers qui permettent d'identifier les bonnes pratiques en matière de gestion des cours d'eau internationaux. Le premier pilier, c'est celui qui a trait au partage des eaux et des bénéfices, avec 2 composantes, l'utilisation équitable et raisonnable et l'obligation de ne pas causer un dommage significatif. Et je vais revenir sur ces principes. Aujourd'hui, dans la troisième partie, on va s'intéresser à ces principes de partage des eaux et des bénéfices ou de répartition des utilisations. Donc, je reviendrai sur ces principes. Ensuite, eh bien, vous avez un second pilier. Un second pilier nécessaire, c'est la coopération. C'est la coopération, et ça, c'est, à mon avis, le grand enjeu de la gestion des cours d'eau internationaux, c'est d'inciter les États riverains à coopérer, et à coopérer le mieux possible. Alors, la Convention de 1997 eh bien, identifie quelques-uns de ces moyens de coopération. Le premier instrument de coopération fondamental, c'est la mise en place d'un mécanisme institutionnel. Mécanisme institutionnel, ce qu'on appelle une commission de bassin ou un organe conjoint qui va permettre aux États riverains eh bien, de se rencontrer et de travailler ensemble. Et même s'il y a des situations de crise, je pense par exemple à l'Indus et aux relations très tendues entre l'Inde et le Pakistan, néanmoins il y a une commission de bassin qui permet aux représentants experts de ces 2 États de se rendre compte, de se rencontrer et d'échanger sur le cours d'eau international. Et rappelez-vous qu'au Congrès de Vienne, eh bien, finalement, l'idée de la régulation des cours d'eau internationaux, ça devait aller avec la mise en place d'un mécanisme institutionnel de gestion de la propriété, de la ressource, de la ressource en commun, de la régulation de la ressource en commun. Alors, autre mécanisme de coopération, c'est l'idée de l'échange d'informations. On reviendra sur cela, mais l'échange d'informations, c'est fondamental, parce que si on ne sait pas, si on ne connaît pas la nature, les problèmes, la quantité, etc. d'eau, ben c'est très difficile de gérer en commun. Et je vous le dis, dans toutes les régions du monde, il y a une réticence des États à fournir l'information nécessaire en matière de gestion des cours d'eau internationaux. L'eau est encore considérée comme une ressource stratégique. Elle l'est, c'est une ressource stratégique. Mais pour qu'elle soit gérée le mieux possible, eh bien, il faut qu'il y ait de l'information à disposition. Et autre élément d'exemple de coopération, c'est les questions de notification et consultation, c'est-à-dire quand on prévoit des mesures, construction de barrages, centrales hydroélectriques, eh bien, il faudrait notifier et consulter les autres États riverains. Alors, ce pôle de coopération avec la notification, l'échange d'informations, nous en reparlerons dans le cours qui sera dédié, c'est le cours 6, qui sera dédié aux infrastructures et aux barrages, et on aura un cas d'exemple particulier avec le fleuve Sénégal. Alors là, il s'agit donc du second pilier. Le troisième pilier, c'est la protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger un cours d'eau international sans intégrer la composante de la protection de l'environnement. Et ça, nous en parlerons dans le cours 4, quand nous parlerons de eau et protection de l'environnement. Et je vous donnerai des indications plus précises sur ce qu'est la protection de l'environnement en matière de gestion des cours d'eau internationaux. Quatrième pilier,
fondamentale aussi. L'eau est source de tension, l'eau est source de différends entre États riverains. Et donc, il faut régler les différends de manière pacifique. Ça, c'est un des principes fondamentaux du droit international. De manière pacifique. Et quels sont les moyens? Ce sont des moyens diplomatiques ou ce sont des moyens judiciaires. Ça repose beaucoup sur le bon vouloir des États. On ne peut pas imposer un mécanisme de règlement des différends à un État, sauf s'il y a consenti. Et donc là aussi, l'hydrodiplomatie a sa place parce qu'elle va inciter les États à comprendre qu'ils doivent négocier, qu'ils doivent échanger avec les autres États riverains. Et nous aurons un cours, le cours 7, qui sera dédié plus particulièrement au règlement des différends. Et donc, on pourra discuter des différents moyens. Pour ma part, je crois beaucoup à la portée des mécanismes diplomatiques qui permettent d'entendre les doléances de chacun des États et de les traiter le mieux possible. Enfin, 5e pilier de réglementation des cours d'eau internationaux, c'est toute la question de ce que j'ai dénommé les besoins humains essentiels et la participation du public. C'est-à-dire que le cours d'eau international, pendant très longtemps, il a été géré de manière interétatique, c'est-à-dire que c'était les États discutaient entre eux du cours d'eau international, et ça c'est une pratique du droit international, mais les populations riveraines n'avaient pas leur voix au chapitre, ne pouvaient pas s'exprimer. Et on le verra quand on parlera la semaine prochaine des questions de droits humains, vous allez voir qu'il y a une montée en puissance du fait que pour gérer le mieux possible les ressources naturelles, il faut qu'il y ait participation des populations concernées. Alors par exemple en Amérique latine, il y a cette doléance que les populations autochtones puissent participer au processus de décision. Et donc, c'est un pôle qui doit être inscrit dans les bonnes pratiques de gestion des cours d'eau internationaux, c'est de mettre en place des mécanismes qui permettent aux populations de pouvoir participer, de pouvoir avoir accès à l'information nécessaire et de pouvoir alors faire entendre leur voix. Un autre aspect de cette question de la participation du public des besoins essentiels, c'est que, et on va en parler aujourd'hui, un grand nombre de la population mondiale dépend des ressources en eau, des cours d'eau internationaux pour leurs besoins essentiels, ce qu'on appelle les besoins domestiques. Et donc, dans ce contexte, l'on s'interrogera sur le statut de cette utilisation. Est-ce que c'est une utilisation qui a priorité sur les autres ou pas, et de quelle manière? Donc on parlera de cela aussi aujourd'hui, on en reparlera la semaine prochaine. Alors comme je vous l'ai dit, pour les eaux souterraines, les principes sont à peu près semblables. Vous avez néanmoins un accent mis sur la vulnérabilité écologique des eaux souterraines. Vulnérabilité écologique des eaux souterraines, vulnérabilité à la pollution, vulnérabilité... Alors, il y a des dispositions qui sont stimulantes sur la vulnérabilité, sur la protection des aires d'alimentation des eaux souterraines. Et donc, cette relation fondamentale dont on parlera, la relation terre-eau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas délier la protection des eaux de la manière dont on aménage le territoire et dont on gère le territoire. Et donc, vous avez aussi un élément qui me paraît très intéressant, qui est celui de la gestion de l'incertitude quand on parle des eaux souterraines, parce que finalement, il y a une nécessité vitale, fondamentale, de protéger les eaux souterraines, mais il y a encore beaucoup d'inconnus sur ces eaux souterraines, sur leur dimension, sur la quantité d'eau, etc. Et donc, nous devons faire preuve d'humilité quand nous gérons ces ressources, apprendre plus et gérer le mieux possible en prenant en compte le risque et l'inconnu par le biais du principe de précaution. Voilà, alors avec ceci, vous le voyez, et ça je voudrais aussi le signifier, c'est que ce sont des principes qui montrent qu'il doit y avoir une gestion en commun de la ressource en eau, que la gestion d'un cours d'eau international, elle ne peut pas se faire de manière unilatérale. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul État qui va décider de la manière de gérer un cours d'eau international. Il doit y avoir une entrée en dialogue avec les autres États. Et
cette entrée en dialogue, eh bien, les mécanismes institutionnels le permettent et doivent le permettre. Ils doivent aussi être raffinés, ces mécanismes institutionnels. Les informations jouent un rôle très important. Il faut absolument fluidifier la communication d'informations pour le gérer le mieux possible un cours d'eau international. Et vous le voyez, c'est un terme que j'ai déjà utilisé, mais les États riverains sont des souverains, mais leur souveraineté est conditionnée par le respect de ces grands principes. Leur souveraineté est conditionnée en ce sens qu'ils ont souveraineté, ils exercent leur souveraineté sur ces ressources en fonction de la frontière telle qu'elle a été définie, mais ils doivent respecter les obligations de droit international auxquelles ils sont tenus. Voilà pour cette partie. Alors maintenant, nous allons regarder certains principes qui correspondent au pôle 1, ce que j'ai appelé dénommé le partage des eaux et des bénéfices, tout en sachant que les autres pôles de réglementation eh bien, seront étudiés, analysés dans le cadre d'autres cours de cette série. Alors, je vais donc aborder la question de la répartition des utilisations. C'est finalement un partage des eaux et des bénéfices, c'est qui a le droit d'utiliser l'eau et comment est-ce qu'on peut utiliser les eaux d'un cours d'eau international. C'est un principe qui est codifié de la même manière pour les eaux souterraines partagées. Alors, quand on va parler de cette question, on va se rappeler que les ressources en eau, et vous le savez, sont inégalement réparties dans le monde. Vous avez des cours d'eau dans certaines régions, beaucoup d'eau dans d'autres régions, moins. Il y a aussi une variation du climat d'une région à une autre. Et ces variations du climat, elles sont d'autant plus impactées par le changement climatique. Et puis, vous avez aussi, je crois que ça, c'est aussi très important de le prendre en compte, des dissemblances en matière économique, en matière de production économique, de consommation économique, des dissemblances aussi en matière culturelle, par rapport relation à l'eau, par rapport à l'utilisation de l'eau. Et donc, ce sont des éléments qui vous montrent qu'il y a des singularités. Il y a des singularités qui sont attachées à chaque cours d'eau international, mais en même temps, ces singularités n'empêchent pas que les grands principes du droit international doivent trouver application. C'est parce qu'un fleuve est singulier qu'il n'est pas régulé par le droit international de l'eau et les grands principes que j'ai mentionnés. Alors, une autre considération que je voudrais aussi souligner pour vous, la population humaine a cru énormément au cours du XXe siècle, et elle continue. Les utilisations de l'eau, encore plus. Les utilisations de l'eau, encore plus, ce qui veut dire qu'on consomme de plus en plus d'eau. Alors, c'est un fait qui est important, puisque plus de consommation dit qu'il peut y avoir, du fait des aléas, de pollution, de production économique, etc., des tensions qui peuvent naître si chacun veut utiliser l'eau comme il voudrait l'utiliser. Alors, je vous donne des chiffres du rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de 2021, qui est intitulé « La valeur de l'eau », et je le cite, « Au niveau mondial, 69% de l'eau prélevée est affectée à des usages agricoles », ce que vous retrouvez sur ce tableau. Là, c'est ce tableau, c'est de 1900 à 2010, donc on voit la même proportion. Donc 69% de l'eau prélevée est affectée à des usages agricoles, essentiellement pour l'irrigation, mais aussi pour l'élevage et pour l'aquaculture. Dans certains pays en développement, ce taux peut atteindre 95% pour des utilisations agricoles. Et puis l'industrie, y compris la production d'énergie et d'électricité, utilise 19% des prélèvements d'eau mondiaux, tandis que les municipalités absorbent à peu près les 12% restants. Donc vous le voyez, une part très importante pour l'irrigation, pour la production en alimentation,
des usages industriels aussi qui sont très importants. Alors, agriculture, on le sait tous, et certainement dans cette salle, il y a des grands spécialistes, mais il y a des produits qui consomment plus d'eau que d'autres. Si on pense au riz, c'est un produit qui consomme énormément d'eau, qui requiert énormément d'eau. On peut penser aussi au maïs, ou alors encore au coton. Donc, ça, je le signifie parce qu'il y a une réflexion qui est faite par les hydrologues, par les politistes, se dire finalement, est-ce que ces produits devraient être produits où ils sont produits, ou est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une meilleure répartition. Pour ce qui est des usages industriels, l'industrie chimique est une grande consommatrice d'eau, de même que l'industrie de la papeterie. Les papetiers, eux aussi, utilisent beaucoup d'eau. Et donc voilà, c'est des considérations que je soulève et qui mènent à une réflexion, qui sera peut-être aussi votre réflexion, de se demander finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres modes de consommation d'eau? Est-ce qu'il n'y a pas des modes plus économes de consommation d'eau? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de mieux répartir les utilisations en fonction des conditions de chacun des États riverains? Mais là encore, je le souligne, il faut la confiance politique entre les États riverains, parce que finalement, ce qu'on a en Europe autour du Rhin, c'est un climat de confiance, c'est un climat d'intégration politique et économique qui permet que l'on échange des produits, que certains produisent certains biens, d'autres biens. Si vous pensez à certains cours d'eau internationaux, on peut évoquer le Nil, la confiance politique est très 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 basse entre les États riverains, et donc il y a une difficulté à pouvoir entre eux discuter de ce qui pourrait produire quelle source d'énergie, qui pourrait produire quel produit alimentaire et comment est-ce que les échanges pourraient se faire. Et ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais souligner, c'est quand on va parler des utilisations et de la répartition des utilisations, on ne va pas parler simplement de répartition en termes de volume d'eau, c'est aussi la répartition en termes de bénéfices tirés de l'eau. Et finalement, les bénéfices, ils peuvent être nombreux et ils peuvent être échangés. Et ils peuvent être source d'intégration économique et politique entre les États. Et ça, vous avez en sciences politiques des réflexions sur l'eau, facteur d'intégration dans une région. Et nous pourrons en parler quand nous parlerons du fleuve Sénégal, parce que je crois que dans la région d'Afrique de l'Ouest, il y a un bon laboratoire pour comprendre ce que peut être la confiance entre les États riverains et les recettes pour ce faire. Alors, autre considération que je voudrais aussi soumettre à votre réflexion, c'est la notion de stress hydrique. Et là, bien, on vous a mis une carte pour vous montrer qu'il y a déjà des conditions de stress hydrique. Stress hydrique, ça veut dire que c'est un problème d'accès à l'eau. Et quand on regarde les projections qui sont faites, c'est l'université de Kassel en Allemagne qui a fait cette projection. Et vous voyez qu'il y a des régions du monde dans lesquelles la notion de stress hydrique va prendre des considérations dramatiques. Et donc il y a véritablement une nécessité de réfléchir à comment mieux utiliser l'eau, comment mieux la protéger et comment mieux se répartir les utilisations pour mettre à profit une ressource en eau qui tente à diminuer en termes d'accès. Alors cette réflexion sur le stress hydrique, elle nous conduit à nous dire, mais finalement, comment est-ce qu'on utilise les eaux d'un cours d'eau international? Et comme je vous l'ai dit, ces utilisations se sont multipliées. Vous avez eu la navigation au XIXe siècle, la pêche, et puis ensuite la production d'énergie avec les barrages, et puis ensuite les utilisations industrielles, les utilisations agricoles. Et donc, c'est la pluralité qui marque les utilisations. Il y a de nombreuses utilisations qu'on fait de l'eau, qu'on fait des cours d'eau, qu'on fait des eaux souterraines. Et dans ce contexte, eh bien, on fait en multiplication des utilisations et, comme je l'ai dit précédemment, augmentation de la population et utilisation de certaines techniques de production et de consommation qui entraînent des problèmes de pollution. Il y a aussi
et ça c'est une réflexion qui doit aussi être menée, de grands problèmes de gaspillage de l'eau. Grands problèmes de gaspillage de l'eau, si on voit les processus d'acheminement de l'eau, les problèmes d'évaporation de l'eau, parce que elle est mal approvisionnée, les installations devraient être rénovées. Et donc, dans ce contexte d'une meilleure répartition des utilisations, vous avez à la fois la pluralité, la plus grande demande, mais aussi toute une réflexion qui doit être menée sur comment mieux gérer l'eau, comment moins gaspiller l'eau, comment moins la polluer, comment mieux respecter les écosystèmes des cours d'eau internationaux. Alors dans ce contexte, sur les principes, je ne vais pas vous faire un historique des thèses juridiques sur les principes applicables. On dit qu'au XIXe, au XXe siècle, et je vous l'ai dit, la souveraineté était à son apogée, et donc certains États, et vous avez des tensions entre les États d'aval et d'amont. Les États d'amont disaient « je suis le souverain absolu, je peux faire ce que je veux de mes ressources en eau », dit-on dans la doctrine. Je ne suis pas très sûre de toutes ces affirmations. Je pense que c'est beaucoup des postures diplomatiques. Et puis les États d'aval qui disaient « intégrité territoriale absolue, je dois recevoir toute l'eau que j'ai reçue jusqu'à maintenant et ça ne devrait pas faiblir ». Et alors, le milieu, la voie médiane, ça a été de se dire il n'y a pas de souveraineté absolue, il n'y a pas d'intégrité territoriale absolue. Il y a l'idée qu'il devrait y avoir une relation de bon voisinage entre les États, en ce sens que chacun, et ça c'est le postulat, chacun devrait pouvoir utiliser les eaux d'un cours d'eau international. Et la relation, c'est une relation qui dit chacun pourrait utiliser et il ne devrait pas y avoir de dommages significatifs causés à un autre État riverain. Je vais revenir sur cela. Et donc vous le voyez, eh bien c'est une ressource en partage qu'a identifié le droit international. Une ressource en partage dans un contexte d'abondance, de la ressource, c'est-à-dire qu'on ne se souciait peu des limitations de la ressource en eau quand ces principes ont émergé. Donc il y avait cette idée que les États pourraient se répartir les utilisations découlant de la ressource en eau et que finalement le principe ultime de régulation, ce serait qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de dommages significatifs qui soient causés. Et je reviendrai sur cette notion. Alors j'ai trouvé que ce prononcé d'un juge américain de la Cour suprême des États-Unis disait bien l'esprit de ce principe, alors, et je le montre parce qu'il faut aussi que vous sachiez, je vous ai dit, ces idées de bon voisinage, elles ont émergé du droit interne des États, et puis les États fédéraux, comme la Suisse, comme les États-Unis, se sont servis de ces principes pour réguler les relations entre les unités fédérales du pays. Et donc là, vous avez un juge américain qui parle de l'eau d'un fleuve, et non seulement un agrément, c'est un trésor. Alors après, il faudra savoir quelle est la signification du trésor à l'époque. C'est un trésor en termes de potentialité économique. Et il dit, la dernière phrase que j'ai soulignée, s'agissant du fleuve, les deux États peuvent faire valoir des intérêts sérieux et substantiels, et ces intérêts doivent être conciliés dans toute la mesure du possible. Donc c'est vraiment la relation d'arrangement qui doit prévaloir dans l'esprit du principe du partage équitable et raisonnable tel qu'il a émergé. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, avec l'idée de ne pas causer un dommage significatif. Alors, comment est-ce que ces principes ont été codifiés à l'heure actuelle? Et là, je vais prendre la Convention de 1997 sur les utilisations des cours d'eau autres que la navigation. Je vous ai dit que ça, c'est une des conventions universelles. Et elle permet, cette convention, d'identifier les grands principes qui régulent les cours d'eau internationaux, qui sont des principes de droit coutumier. Et la Cour internationale de justice vient de nous rappeler que ce principe est un principe du droit international coutumier. Alors on retrouve
cette notion du partage équitable et raisonnable. Hein. Vous voyez aussi qu'il y a des notions qui sont intéressantes. On parle de parvenir à l'utilisation et aux avantages optimaux et durables. Donc il y a un élément de durabilité. Et puis, on vous dit aussi, compte tenu des intérêts des états du cours d'eau concernés, compatible avec les exigences d'une protection adéquate du cours d'eau. Alors, je reviendrai sur la notion de protection adéquate pour voir si véritablement cette notion est prise en compte avec les principes que nous avons à disposition. Alors, ce principe équitable et raisonnable, bon, on a ce principe, mais qu'est-ce qui va définir l'équité? C'est-à-dire que, et rappelez-vous de cela parce que ça c'est important, chaque État riverain a le droit de dire qu'il a droit à un partage équitable et raisonnable. Chaque État riverain, mais ensuite, la répartition, elle va se faire en fonction de la notion d'équité, pas d'égalité. Équité, donc dans ce contexte, eh bien, vous avez une série de facteurs qui vont être identifiés. Alors, dans la Convention de 97, on vous parle des facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, des besoins économiques et sociaux, de l'importance de la population tributaire du cours d'eau international. Et la Convention dit, ben voilà, tous ces principes, et ce n'est pas une liste limitative, doivent être prises. Tous ces facteurs, doivent être pris en considération. Ils doivent être pris ensemble, donc il n'y a pas une prévalence d'un facteur par rapport à l'autre. Une conclusion doit se faire à la lumière de l'ensemble de ces facteurs pertinents dans le cadre de la gestion d'un cours d'eau international. Et la Convention d'ajouter, vous pourrez voir cela, de dire, et de toute façon, s'il y avait un problème, la manière de résoudre, c'est la consultation et de la coopération. C'est-à-dire que c'est vous, État riverain, qui devez décider de ce qui va être équitable pour gérer le mieux possible cette ressource naturelle partagée que vous avez en commun. Alors là aussi, je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit. Hein. Il y a aussi l'idée que les droits acquis ne peuvent pas freiner le partage équitable. C'est parce qu'on a certains droits hérités de l'histoire qu'on peut empêcher que les autres États riverains puissent demander à pouvoir utiliser le cours d'eau international. Mais c'est un facteur, et il y a aussi la possibilité pour les autres États riverains de parler d'utilisation prospective. Il va falloir trouver un équilibre. Et c'est ça, en fait, la clé pour gérer ce partage équitable et raisonnable, c'est cette notion d'accord en commun sur ce qui est équitable entre eux. Et vous le savez, c'est une notion qui est très difficile à définir, mais ce qu'on voit, et ça je voudrais insister sur cela, c'est que l'équité, elle ne peut pas être décidée de manière unilatérale. Ce n'est pas un État qui peut décider ce qui est équitable pour les autres États riverains. Et là, je crois que le défi pour la communauté internationale, c'est véritablement de faire comprendre aux États riverains ce qu'est un partage équitable, ce qu'est une nécessité de coopération, et c'est là, à mon avis, où la notion d'intégration économique pourrait jouer un rôle, et le climat de confiance politique pourrait aussi jouer un rôle pour simplifier cette conception du partage équitable et raisonnable. Autre considération que je voudrais souligner à propos du partage équitable et raisonnable, c'est pas statique, c'est pas parce qu'on décide un jour que ça sera ça, que ça ne pourra pas changer dans le temps. Et donc, il y a une nécessité d'une vision en mouvement du partage équitable et raisonnable, d'où la nécessité d'avoir des mécanismes conjoints d'échange d'informations et de discussion entre les États riverains. Vous le verrez quand on parlera des barrages et d'autres infrastructures, que pour bien comprendre comment œuvre le principe d'utilisation équitable et raisonnable, il va falloir aussi que les États soient informés par des notifications quand un État veut ajouter une utilisation. Et donc la confiance, elle va venir aussi d'échanger à propos d'une mesure projetée par un État et non un autre. Et je n'ai pas besoin de vous donner d'exemples dans l'actualité, mais vous savez que vous avez beaucoup de mesures projetées qui sont source de grands problèmes. On peut penser au Nil, mais on peut passer aussi au Mékong avec le projet de construction de nombreux barrages par la Chine qui auront un impact sur le Mékong pour les autres États riverains. Et donc il y a véritablement cette nécessité de s'informer
et d'avoir le droit d'échanger. Parce que c'est ça que le droit international dit, ce n'est pas simplement notification, on en parlera, mais c'est aussi être consulté et pouvoir faire valoir son point de vue et pouvoir demander à ce qu'il y ait des modifications éventuelles d'un projet. Et c'est sans doute un peu de lyrisme de ma part, mais je souhaite véritablement que les Nations Unies, mais aussi nos États, prennent en compte cette nécessité d'avoir des intermédiaires qui informent et qui guident les négociations. Parce qu'un tiers qui a la confiance des parties prenantes peut aider à trouver une solution qui satisfasse les intérêts de chacun des États riverains. Alors, autre grand principe, je l'ai dit, c'est l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs. Vous avez ce principe. Alors, celui-ci, c'est ce que j'allais dire, c'est un principe de limite, c'est de dire, finalement, vous pouvez utiliser les eaux, mais vous ne devez pas causer de dommages significatifs. Le dommage significatif, il est entendu de manière large dans cette convention. Ce n'est pas simplement le dommage à l'environnement, ça peut être un dommage significatif à l'environnement, mais ça peut aussi être un dommage significatif à la vie économique d'un pays, puisque l'utilisation d'un cours d'eau pourrait avoir peut-être causé un dommage d'importance à un autre être. Alors vous voyez, je parle de dommage significatif en termes juridiques. Significatif, ça indique qu'il y a un seuil de gravité, c'est-à-dire que c'est certains dommages qui sont proscrits par le droit international et non d'autres. Et alors on peut se dire, mais finalement, où placer le curseur ? Qu'est-ce qu'un dommage significatif en droit international? Et là aussi, c'est un peu comme l'équité, c'est un concept diffus qui est difficile, qui est d'une approche casuistique. Moi, je pense, en tout cas, qu'en termes de protection de l'environnement, eh bien, il y a la notion de dommage significatif. Elle montre qu'on tolère de moins en moins les dégradations à l'environnement. Il y a eu une tolérance plus grande à certaines autres époques, mais à l'heure actuelle, il y a de moins en moins de tolérance par rapport à la commission de dommages significatifs. Et donc, eh bien, significatif, ça pouvait être significatif pour certains à certains moments, ça sera beaucoup moins significatif et néanmoins proscrit par le droit international aujourd'hui. Mais là encore, casuistique, puisqu'il n'y a pas d'indication. Et c'est pour ça que le droit, à mon avis, pour cerner le plus possible ce qu'est un dommage significatif, doit se développer en termes de normes de commandement et d'obligation de faire. C'est-à-dire que quand on saura plus ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, bon, on aura plus une indication de ce qui n'est pas permis en termes de dommages causés et ce qui pourrait être qualifié de dommages significatifs au sens du droit international. Voilà, alors avec cela, je vous ai présenté les grands principes. Est-ce que ça règle tout? Et là, c'est aussi intéressant, c'est que le droit international dit qu'il y a égalité des utilisations. C'est-à-dire que le droit international ne prend pas position sur une utilisation par rapport à une autre. Et vous vous rappelez, au XIXe siècle, et au début du XXe siècle, la navigation était privilégiée. Mais depuis lors, elle a perdu son statut et à l'heure actuelle, on considère, dans la pratique internationale, que toutes les utilisations doivent être placées, sont à égalité. Sont à égalité. Et donc là aussi, vous voyez, pour régler ce problème de savoir quelle utilisation par rapport à une autre, il va falloir véritablement qu'il y ait consultation et qu'il y ait négociation et qu'il y ait coopération. Alors vous pouvez peut-être ressentir un peu de frustration puisque finalement, vous voyez, beaucoup repose sur la négociation. Beaucoup repose sur la négociation et le bon vouloir. Et c'est pour ça que les riverains doivent être éclairés parce qu'ils doivent avoir l'information à disposition et la volonté politique pour arriver à mieux gérer une ressource naturelle qu'ils ont en commun. Alors je vais revenir sur le paragraphe 2 très vite, puisque la question c'est de se dire égalité d'utilisation. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des impératifs qui doivent être pris en compte? Et c'est là où je voudrais parler de la justice sociale et de la protection de l'environnement. Est-ce que ça, doit être placé au même niveau ou est-ce qu'on ne devrait pas maintenant considérer qu'il y a des impératifs
qui ont primauté sur certaines utilisations. Alors, qu'en est-il pour la justice sociale? On continuera cette exploration la semaine prochaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, c'est l'article 10, vous l'avez en haut, égalité des utilisations, mais le paragraphe 2 nous dit, en cas de conflit entre les utilisations d'un cours d'eau international, le conflit est résolu eu égard aux articles 5 à 7, principe équitable et raisonnable, obligation de ne pas causer de dommages significatifs, une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels. Et là, quand on regarde la négociation de la Convention de 97, les négociateurs, les membres de la Commission du droit international à l'époque avaient à l'esprit famine, une crise sérieuse, où ils se disaient s'il y a une crise de famine à ce moment-là, il devrait y avoir priorité accordée aux besoins humains essentiels. Mais le droit international a beaucoup évolué à la faveur de la reconnaissance d'un droit à l'eau et à l'assainissement pour tout être humain. On en reparlera la semaine prochaine. Et donc, dans ce contexte, il y a une interprétation qui s'est faite de cet article pour dire ce n'est pas que les crises de famine qui sont couvertes ou de grandes crises qui sont alimentaires ou humanitaires qui sont couvertes par cette règle de l'article 10, paragraphe 2, mais c'est bien le fait que, de toute façon, la satisfaction des besoins domestiques, des besoins personnels des individus doit avoir priorité sur les autres utilisations d'un cours d'eau international. Et on verra que ça a beaucoup d'importance pour les minorités nationales, pour les populations autochtones. Alors, pardon, c'est moi qui ai tourné trop vite, je voudrais revenir à ça. Donc vous avez cette règle de l'attention spéciale. On pourrait se dire, mais est-ce qu'on a besoin d'une règle de conflit pour faire prédominer les besoins essentiels? Et alors, je vous ai mis la disposition du projet d'accord sur les nappes aquifères transfrontières, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que l'article de ce projet d'article nous dit, toutefois, regardez ce qui est en gras, pour évaluer les différents types d'utilisation d'un aquifère ou système d'aquifère transfrontière, il faut particulièrement tenir compte des besoins humains vitaux. Et donc là, ce n'est pas en termes de conflit d'utilisation, mais c'est plutôt en termes de partage équitable et raisonnable, en disant, quand vous allez discuter des facteurs d'équité, eh bien, il y a une attention spéciale qui doit être accordée aux besoins humains essentiels. Et ça, je pense que c'est la voie de l'évolution du droit international, et c'est la marque de l'évolution du droit international qui a trouvé place dans ce projet d'article. Alors, autre priorité, c'est la protection de l'environnement. Et là aussi, c'est intéressant, si vous regardez l'article 5 et l'article 6 de la Convention de 97, eh bien vous allez voir que l'environnement, c'est un facteur parmi d'autres dans l'article 5. C'est un facteur parmi d'autres. Et puis vous allez voir que finalement, quand on a regardé l'article 7, on a dit pas de dommages significatifs, et donc on a dit il n'y a que les dommages significatifs environnementaux qui sont proscrits, les dommages d'importance. Mais donc nous acceptons qu'il y ait des dommages qui soient commis à l'environnement, mais qui ne soient pas prohibés par le droit international, puisqu'il y a ce seuil de gravité. Et vous avez aussi dans la Convention de 97 un ensemble de normes de comportement dont j'ai parlé la semaine dernière de l'article 20 de la Convention sur le fait qu'il faut protéger les écosystèmes des cours d'eau internationaux. Donc vous avez une amorce, c'est ce que j'appelle une amorce, de conscientisation en termes de protection de l'environnement, mais elle n'est pas encore établie en termes de priorité, véritablement, cette protection de l'environnement des cours d'eau internationaux. Et alors à l'écran, vous avez une indication d'un différend qui a opposé, d'une sentence qui règle un différend qui a opposé le Pakistan à l'Inde, relatif à un différend qui avait trait à un barrage au Cachemire. Et dans ce contexte, eh bien, il y avait un problème de diversion d'un cours d'eau international par l'Inde pour alimenter un cours d'eau. Et le tribunal a dit, et ça pour moi c'est une notion déjà, c'est une marque pour montrer que l'environnement de plus en plus va avoir son importance, a dit, de toute façon, il faut qu'il y ait un débit minimal environnemental dans ce cours d'eau international. Le droit international n'interdit pas les diversions des cours d'eau internationaux avec restitution, mais il dit,
et ça c'est ce que le tribunal dit, la protection de l'environnement a pris tant d'importance qu'à l'heure actuelle, il faut être sûr qu'il y a ce débit minimal environnemental dans le cours d'eau international. On en reparlera parce que là, le tribunal a eu aussi une vision. Il a dit, je dis maintenant que c'est ce volume, mais je peux très bien, il se pourra très bien que dans 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, les États parties décident que ça devrait être un autre volume. Et donc, ce n'est pas rigide, ce n'est pas figé dans le temps. Mais ça, voilà, c'est une amorce de la pratique pour vous montrer la place que peut prendre la protection de l'environnement en matière de cours d'eau international, et j'en reparlerai. Pour moi, et je voudrais vous poser ces questions, parce que c'est des questions, c'est qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut encore vraiment dire que la protection de l'environnement, c'est qu'un facteur d'équité parmi d'autres? C'est la première question à laquelle je voudrais que vous réfléchissiez. La deuxième question, c'est l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs. Est-ce que c'est suffisant pour protéger l'environnement? Est-ce qu'il n'y a pas une graduation qui devrait être faite par rapport aux dommages causés à l'environnement, ou une meilleure compréhension de ce que c'est qu'un dommage à l'environnement, sachant qu'en matière de protection de l'environnement, il y a beaucoup d'incertitudes et qu'il y a une dimension temporelle. C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui va avoir un impact dans 20 ans, dans 30 ans. Et comment prendre en compte le futur dans la gestion de la protection de l'environnement d'un cours d'eau international ou d'une aquifère international. Et dernière question, est-ce que les normes de protection que nous avons à disposition sont suffisamment élevées? Et pour cela, eh bien, nous en parlerons lors du cours 4. Alors, pour finir avec ce cours, je pense qu'il y a une nouvelle approche qui est en train de se mettre en place, qui, à mon avis, est très importante pour gérer les cours d'eau internationaux. Et dans ce contexte-là, eh bien, je voudrais vous présenter, évoquer devant vous la notion de gestion intégrée des ressources en eau. C'est une notion agréée au plan international. Vous la retrouvez maintenant dans beaucoup de documents des Nations Unies, du PNUE ou d'autres institutions. Et c'est l'idée de dire qu'il faut qu'il y ait une meilleure articulation des utilisations en prenant en compte la protection de l'environnement. Et donc il faut une vision d'ensemble. Et si nous lisons ensemble cette définition, elle dit « La gestion intégrée des ressources en eau est une approche qui aide à maintenir un équilibre entre les demandes concurrentes d'utilisation d'eau au sein de la société et du système économique, sans compromettre la viabilité des écosystèmes essentiels. Les outils employés à cet effet sont la coordination des cadres politiques et réglementaires, les arrangements de gestion et le financement. » Alors cette notion de gestion intégrée des cours d'eau internationaux, on l'a au niveau local, c'est applicable dans nos différents pays. C'est aussi une notion qui devrait trouver application au plan international. Mais vous le voyez, pour que cette notion puisse être appliquée, il faut qu'il y ait coopération et échange d'informations entre les États riverains. Il faut donc qu'il y ait un mécanisme qui permette que les États riverains se rencontrent et discutent. Il faut qu'il y ait une coopération et il faut qu'il y ait une coopération à long terme. Et je finirai avec cette note peut-être un petit peu désabusée, mais pour l'heure, les mécanismes de coopération que nous avons à disposition ne répondent pas tous à ces qualifications, et donc il y a une nécessité d'améliorer les mécanismes institutionnels de gestion des cours d'eau internationaux pour mieux protéger la ressource en eau que les États riverains ont en commun et qui est d'intérêt pour la communauté internationale. Voilà, alors je vous remercie de votre attention, et j'ai essayé de soulever les grands concepts en matière d'utilisation de l'eau, mais nous reviendrons sur cela quand nous parlerons plus particulièrement des besoins essentiels de la protection de l'environnement et des questions de règlement des différends internationaux. Je vous remercie.